Bonjour et merci de regarder cette vidéo, je suis super content de vous retrouver. Donc si jamais vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il y a déjà deux vidéos avant. Donc une première où je présente cette structure, donc la structure en fait en trois actes classiques d'un scénario, où on va dire je vais m'attarder plutôt sur le minutage que moi je propose. Et il y a une deuxième vidéo, donc c'est aussi un récapitulatif pour les gens qui suivent les vidéos. Donc l'acte 1 ici où on va retrouver le quotidien du personnage, très important. Le sous-acte A de l'acte 2 où on va voir en fait, si vous voulez, l'inopérance de toutes les solutions immédiates pour le personnage de régler le problème qu'il rencontre dans l'acte 1, à la fin de l'acte 1 plutôt. Le sous-acte B ici, c'est l'intrigue de votre film. Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est le principe du le plan que votre héros a mis en place pour régler le problème qui vient ici, qui est survenu ici. Donc avec le principe du good news, bad news, timing. Et donc là, vous avez le dernier sous-acte donc le sous-acte C de l'acte 2 qui va être la mise en danger de votre personnage où justement le méchant va mourir à la fin de cet acte-là. Et vous avez l'acte 3 qui va venir en fait contrebalancer avec cet acte 1 où votre personnage peut-être il était timide à ce moment-là, peu avenant, enfin quoi que ce soit. Et ici, par rapport à tout ce qui lui est arrivé pendant 1h30, il est devenu quelqu'un de nouveau et ça valait vraiment le coup pour lui de se lancer dans cette aventure. Donc là maintenant on est dans, donc je vous disais, la troisième vidéo. J'ai essayé d'éviter au maximum parce que j'essaie d'être structuré pour éviter de vous balancer trop d'informations. Là on va se concentrer, après avoir parlé du contenu, de comment enchaîner ces actes et ces sous-actes les uns par rapport aux autres en essayant d'être le plus homogène possible. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le plus homogène possible. Parce que, et donc je vais prendre l'occasion, est-ce que j'ai un stylo? J'ai celui-là. On va prendre, non, pas celui-là. Ici, celui-là. En fait, on va toujours parler de l'intensité dramatique d'un scénario que je vais vous dessiner ici tout de suite. Donc là, en fait, ici, sur cette ligne-là, vous allez avoir c'est la ligne de temps. Donc, on va dire la ligne de temps. Et ici, ça va être plutôt le rythme cardiaque, on va dire. Si jamais on devait vous brancher un électrocardiogramme, votre rythme cardiaque au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc il faut savoir que, normalement, théoriquement, on devrait suivre plutôt quelque chose comme ça. Oh ça va, je l'ai réussi du premier coup. Donc en fait, là, quand vous regardez c'est ce qu'on appelle la courbe d'intensité dramatique, vous pouvez la décomposer en trois actes et vous allez reconnaître les trois sous-actes. On va faire d'une couleur pour que ça soit plus clair. Donc là, vous reconnaissez bien en fait par rapport à ma courbe d'intensité dramatique. Donc A, B, C de l'acte 1, ici 2 et ici l'acte 3. Donc ici c'est la courbe d'intensité dramatique. Je vais me passer comme ça peut-être? Ouais, ça va. Donc là en fait vous voyez que ça sert à rien de démarrer votre film au quart de tour. Si jamais votre film il démarre au quart de tour, vous allez démarrer plutôt à ce niveau-là. Et ça va être compliqué pour vous de maintenir le rythme de tension jusqu'à la fin de votre film. Parce que, je vous donnais l'exemple, je crois, du James Bond. Le James Bond, vous pouvez démarrer comme ça à fond parce que le personnage est déjà connu. Le personnage est déjà connu. Je vais prendre l'exemple aussi de le Mad Max Fury Road, le dernier avec Tom Hardy. Il démarre à 200 à l'heure, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le réalisateur, Miller, peut se permettre ça? C'est parce que le personnage est déjà connu, l'intrigue est déjà connue, l'univers est déjà connu. Mais vous, votre film, s'il est original, il n'est pas connu. Donc vous devez démarrer lentement mais sûrement, et vous devez progressivement proposer une intensité dramatique. Donc ici vous avez, comme je vous l'ai expliqué, l'acte 1, le sous-acte A, B, C, et vous avez ici l'acte 3. Alors, on va revenir ici à notre schéma, notre structure. Je vais placer les points, comme je vous disais, les nœuds dramatiques majeurs, ainsi que des événements, parce que moi je trouve qu'ils sont super intéressants. C'est vraiment une bonne astuce pour relancer son intrigue. Et après, je vais revenir à la courbe d'intensité dramatique. Alors, il faut savoir que le premier nœud dramatique intervient à la fin de l'acte 1, pardon.
ici à ce niveau. Je sais pas, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc ici, je l'ai déjà évoqué, je me suis un peu cramé sur les vidéos d'avant. C'est l'événement déclencheur. Donc là, je vous donnais l'exemple. Allez, on va rester sur un exemple concret parce que je vous parlais de piège de cristal. Ben, ici, c'est la prise d'otage en fait. Donc les terroristes arrivent dans l'immeuble et c'est la prise d'otage. Juste avant, vous avez John McClane, le policier qui vient d'arriver à Los Angeles. Il doit retrouver sa femme. Ils ont une brève discussion. Voilà. Ça, c'est le quotidien de votre personnage. Vous voyez un petit peu les tempéraments des deux individus. Et là, hop, la prise d'otage, elle intervient ici. Et donc ici, c'est vraiment l'élément déclencheur. Donc, hop. L'événement déclencheur. Et en vrai, c'est le plus gros et le plus important des événements de votre film, parce que sinon, ça reste juste le quotidien de votre personnage. Et votre histoire, en fait, on s'en fout complètement, quoi. Et donc, ça, c'est le premier gros élément. Ensuite, moi, je sais pas, alors qu'est-ce que je fais? Je place d'abord les nœuds dramatiques ou... Bref, non, je vais vous les placer comme ça. Pour moi, il y a un deuxième, plutôt un événement, parce que c'est vraiment pas un nœud dramatique, donc vous le trouvez pas dans les bouquins et tout, mais j'ai trouvé dans une vidéo, je trouvais que le mec qui expliquait ça, c'était vachement bien foutu. C'est que, au final, ici, comme on parle de l'inopérance de toutes les solutions immédiates à votre personnage pour régler le problème qu'il rencontre ici, c'est de bloquer votre personnage, comment dire, d'éviter le retour en arrière. Parce que si jamais le personnage peut avoir un retour en arrière, votre film il tombe à plat. Et donc ici, donc on est dans l'acte 2, hein, donc maintenant l'histoire est partie. Donc dans le sous-acte 1, ici, au bout de 20 minutes, il va y avoir vraiment de façon significative le non-retour en arrière de votre personnage. Le personnage est bloqué dans l'histoire, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, le retour en arrière, impossible. Votre personnage, il est bloqué dans l'histoire, il est obligé d'y aller pour des raisons personnelles, pour des raisons physiques, parce que dans Piège de cristal, ben, il est bloqué dans l'immeuble. En plus, lui, il est bloqué à l'étage au-dessus des terroristes. L'inopérance, ici, il n'a pas de téléphone, hein, on n'est pas à l'époque des iPhones. Il a essayé de contacter une première fois les pompiers, le réceptionniste qui lui est aussi un terroriste a informé que c'était une fausse alerte. Bref, vous voyez, il se retrouve en fait finalement tout seul par rapport à tous ces terroristes. Et voilà, donc là on est vraiment, il ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas revenir à cette réception tranquille où il boit du champagne ou alors où il discute avec sa femme. Donc voilà, ici un point vraiment très important, le non-retour en arrière. Après, donc normalement, si jamais on devait suivre les nœuds dramatiques, c'est pour ça que j'ai hésité il y a quelques secondes par rapport à l'explication, je voulais d'abord placer les nœuds dramatiques majeurs. Ici, il y a un nœud dramatique majeur, en fait, à la fin du sous-acte B, ici même, qui s'appelle en fait la fausse fin. Donc je vais l'écrire, hop. La fausse fin, je vais passer comme ça. Donc en fait, la fausse fin, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans un film, bon maintenant moi je sais, quand je regarde un film, j'ai le minutage en dessous et je sais que si le film dure 2h30, au bout d'1h30 on ne peut pas forcément avoir arrêté le méchant, bref on sait que le film va être relancé. Mais ici, souvent c'est une astuce quand vous écrivez un scénario, c'est de faire une fausse fin. C'est-à-dire que votre personnage, il a mis en place un plan et à ce moment-là on se dit ça y est, il a chopé le gars. Alors dans Piège de cristal, ça marche encore une fois super bien parce que à un moment donné, John McClane déambule dans les couloirs et il tombe sur le terroriste, le Kruger. Et Kruger, lui, se fait passer pour un otage, mais vous comprenez bien ici qu'on a l'impression que c'est une fausse fin parce qu'on se dit, ça y est, McClane a la main sur en plus, le chef des terroristes. Et donc, c'est un petit peu une fausse fin qui vous permet justement de... alors, souvent, c'est synonyme de deux choses. Soit c'est on va dire une petite victoire du héros par rapport à tout le plan qu'il a mis en route. C'est une petite victoire du héros, mais alors là, ça va mettre le méchant dans une colère, mais il va décupler ses efforts pour être encore plus méchant. Ou alors, c'est une victoire du méchant qui va faire que le héros va encore plus s'énerver. Mais là, en plus, par exemple, je sais pas moi, quand le meilleur ami du héros, par exemple, il meurt ici. Vous voyez, il meurt à la fausse fin. Et donc là, votre héros, il est malmené pendant toute cette partie-là. Et cette fausse fin-là, elle vous permet justement de redonner du punch à votre film. Donc il ne faut pas la négliger, la fausse fin, moi j'adore ça.
Même si maintenant je la vois venir, quand vous avez ce mécanisme-là en tête, dans un film, vous savez très bien que le film ne va pas se terminer comme ça, mais vous, en tant que scénariste débutant et tout, c'est quelque chose qui peut vous être utile et qui va vous permettre de relancer votre intrigue. Et l'autre nœud dramatique majeur, en fait, mais ça c'est quelque chose que tout le monde connaît, si vous avez un peu fait de littérature à l'école, enfin, ou en tout cas, hop, de français, c'est ici, c'est le dénouement, c'est-à-dire que c'est quand le méchant meurt, donc, dénouement, bon, il est tellement... Bref, il est tellement évident que j'ai même pas envie de venir dessus, mais c'est un petit peu obligatoire. Mais comme je vous expliquais un peu plus tôt dans la vidéo d'avant, le méchant ne meurt pas ici. Ici c'est le générique. Le méchant il meurt ici. Donc on va dire le dénouement, tout se règle à ce moment-là. Et pour moi il y a encore des événements que j'avais envie de placer sur cette ligne de temps, qui est pour moi ici relativement importante parce que je vous avoue, moi, mon point faible, quand j'écris un scénario, mon point faible, c'est cette partie-là, c'est l'intrigue, c'est-à-dire c'est la mise en place du plan du héros, le good news, bad news, timing et tout. À un moment donné, je tombe un petit peu à plat. Et là, j'ai eu en fait vraiment une superbe information par rapport à une vidéo que j'ai regardée aussi sur Internet. Ouais, non, oui, c'est une vidéo que j'ai regardée sur Internet. C'est en plein milieu du film, ici, vous allez placer un événement où vous allez révéler quelque chose. Alors, je vais appeler ça révélation. On voit bien? Ouais. Je vais appeler ça révélation parce que, en plein milieu du film, on va vous révéler quelque chose sur le héros que vous ne saviez pas jusqu'à présent. Alors, ça peut être une information connue du héros lui-même, c'est-à-dire quelque chose qu'il aurait fait par le passé. Soit c'est quelque chose que le héros ne savait pas à ce moment-là. Et en fait, ce point-là du film, vous en tant que spectateur, parce que depuis un petit bout de temps, vous êtes déjà identifié au héros, enfin en tout cas au personnage principal, ça sera le but de la vidéo numéro 4, mais vous vous êtes identifié au personnage principal. Et quand vous recevez cette information-là, vous remettez en question toute cette première partie. Et comme vous êtes malin et que vous avez déjà commencé à essayer d'imaginer la fin du film, toute cette partie-là du film est complètement bouleversée par rapport à cette information. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très judicieux, de placer en plein milieu de votre film une révélation, une information nouvelle qui n'était pas connue jusqu'à présent, qui concerne votre héros, ou alors le méchant ou l'héroïne, moi je vous dis le héros, mais en tout cas une espèce d'information majeure qui va vous, on va dire, remettre en question toute votre interprétation, votre jugement par rapport aux actions et au déroulement de l'histoire, la première partie. Et en fait, ça va complètement chambouler toute la suite, tout ce que vous étiez imaginé par rapport au film. Donc voilà, pour moi, il y a ces points-là qui sont très importants. Et il y en a encore un dernier, mais ça ne marche pas à chaque fois. C'est dans l'acte 3. Dans l'acte 3, pour moi, c'est ce qu'on appelle le twist. C'est-à-dire que, quelque part, votre film se déroule le meilleur twist, c'est Usual Suspect. Donc si jamais vous connaissez le film Usual Suspect, vous savez exactement de quoi je veux parler. Le film se déroule. Ici, il se passe quelque chose qui fait penser, je ne vais pas vous donner la fin du film parce que moi on me l'a donné et j'en veux toujours à la personne, même si c'est mon plus grand fan. Bref, ici, le film se termine, le film déroule et vous vous dites, ben voilà, on revoit le personnage dans son quotidien. Et là, paf! Juste avant le générique de fin, il y a le twist qui revient tout bouleverser votre film. Alors ça, il faut savoir le maîtriser, mais c'est une arme hallucinante quand vous trouvez un bon twist. Alors, je sais pas, alors je vais vous donner un autre twist, par exemple dans Fight Club, même s'il n'intervient pas vraiment à ce moment-là, mais le twist, c'est quand vous vous rendez compte que finalement, Edward Norton s'imagine Brad Pitt, vous voyez, donc... vous voyez ce genre de twist, mais il intervient beaucoup plus tôt. Là, dans Usual Suspect, il intervient ici, et c'est presque la dernière scène, et d'un coup, il y a le générique qui apparaît. Donc là, comme je voulais me concentrer sur l'acte 3 et vous placer un événement majeur, donc là, c'est plutôt ce qu'on va appeler le twist, à maîtriser. Et franchement, c'est super chaud, mais si jamais vous en avez un, voilà, ça fait des très bons films. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, alors en fait dans l'acte 3 aussi, alors là, ça dépend de quel genre de film vous êtes en train de faire.
Dans l'acte 3, c'est là aussi que vous glissez quelque part votre intention de faire une suite par rapport à ça. Le film auquel je pense, assez bizarrement, je sais pas pourquoi je pense à ça d'ailleurs, c'est le film Freddy, le tout premier, Les Griffes de la Nuit, il s'appelle Les Griffes de la Nuit. Donc en fait le film se déroule, il pense avoir tué le méchant, et vraiment dans le dernier plan, ici on voit, il y a une petite fille qui fait de la corde à sauter, qui chante cette fameuse chanson de Freddy 1, 2, 3, je sais plus quoi là. Et d'un coup Freddy réapparaît au dernier moment pour faire un dernier sursaut avant le générique de fin. Voilà, donc en fait ça annonce une suite. Donc dans l'acte 3, par rapport à, encore une fois, un événement, et encore là je vous dis c'est un événement qui va vous emmener vers le générique, c'est pour vous laisser avec une dernière sensation. Soit vous avez le twist qui va complètement vous bouleverser par rapport à vraiment tout ce que vous avez regardé depuis le début, soit vous avez ce petit truc qui vous dit attention il va y avoir une suite. Donc voilà l'acte 3, voilà un élément que vous pouvez aussi utiliser. Je sais pas, j'allais dire vraiment l'idée première de toutes ces vidéos c'était de vous créer chez vous un automatisme quand vous avez une idée. Là j'ai l'impression de dépasser un petit peu les bornes, mais franchement il faut vraiment avoir ça en tête. Si jamais vous maîtrisez ça, si dès que vous avez une toute petite idée, même la moindre petite idée, et que vous avez vraiment ça en tête, après c'est que du travail de recherche, de mise en forme, de choses comme ça, de travail sur le personnage. Mais là vous avez tout de suite validé votre idée. Si quand vous avez une idée, tac, tout ça s'enchaîne dans votre tête parce que vous maîtrisez ça, parce que vous avez appris ça, c'est pas parce que vous êtes débutant que vous ne devez pas apprendre ça, vous avez vraiment gagné du temps et vous avez validé votre idée pour que ce soit vraiment un bon scénario. Après, faites attention, c'est pas parce qu'il vous manque un point, enfin plutôt les points c'est des choses qui vont permettre d'améliorer votre film, mais si vous manque un élément, allez-y quand même. Si 90% du boulot quand vous avez votre idée, si 90% pardon, du schéma vous explose à la gueule au moment de vous dire est-ce que c'est un bon film, c'est que c'est un bon film et que c'est un bon sujet à traiter pour faire un scénario. Donc voilà, donc je vais vous retrouver pour la 4e vidéo. Donc là, on va parler plutôt des personnages. Je vais pas aller trop dans le détail parce que là déjà il vous faut une idée pour commencer à développer des personnages. Mais je vais vous parler encore une fois, je vais vous donner des petites astuces sur des personnages clés que moi j'aime bien placer dans mes scénarios. Et donc ça sera le sujet de la 4e vidéo. Et je vous remercie encore une fois, laissez des commentaires, partagez. Voilà, aidez-moi à améliorer mes vidéos et laissez-moi savoir si jamais cette vidéo vous a effectivement aidé et vous a été utile. Donc je vous remercie et puis à très bientôt.